13h, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr Ibrahima Sadi, bonjour. Bonjour Adja Fatou, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le feu couvre à Bokhodi, une zone d'orpaillage située dans le département de Saraya. La localité a été le théâtre d'un drame suite à la saisie de motos et d'appareils détecteurs d'or par la douane. Une personne a été tuée. La polémique qui s'installe autour de la gestion de la maison de la presse. La coordination des associations de la presse n'a pas pris part à la cérémonie de remise des clés du bureau attribué aux médias. La GAP dénonce un manque de concertation. Et puis lutte contre le terrorisme, le ministre des Forces armées invite les forces de défense et de sécurité à mieux s'outiller face à l'extrémisme religieux. Augustin Thune ouvrait ce matin à Dakar un séminaire sur la radicalisation religieuse. Sur le continent, l'ONU qui sonne l'alerte face à une évasion de chenilles en Afrique australe. Depuis plusieurs jours, cette espèce venue d'Amérique dévore tout sur son passage. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tanda Khanyai pour parler de la suite du championnat sénégalais. L'invité de la rédaction est Morfaï, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La revue de presse, c'est l'affaire de Aaron Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. D'abord, Ibrahima Sadi, la difficile cohabitation entre population de Kédougou et la douane. Et là-bas, des échauffourées ont opposé des jeunes de Bokhodi, département de Saraya, des éléments de la douane. Ces derniers ont saisi des motos et du matériel détecteurs d'or. Au cours de l'opération, une personne a été mortellement atteinte par des tirs de sommation des douaniers. Le corps sans vie de la victime, âgée de 24 ans, a été déposé à la morgue du centre de santé de Kédougou. C'est ce que nous dit Famara Dembélé. Le jeune Yamadou Sagna, âgé de 24 ans, aurait été abattu froidement par les éléments de la douane en compagnie d'un indicateur. L'incident est survenu vers les coups de 16h ce lundi à Bokhodi, dans la commune de Missira-Sirmana. La victime a été atteinte à bout portant par balle. La balle a brisé son bras gauche avant d'atteindre la partie vitale près de la région du cœur. Après avoir été interpellés pour détention de détecteurs de métaux, Yamadou et compagnie ont tenté de négocier avec les éléments de la douane en promettant de payer une somme forfaitaire une fois qu'ils seraient arrivés au village. Elhaj Moussa Danyoro, un témoin oculaire des faits. Nos négociations n'ont servi à rien. Les douaniers ont décidé de partir avec le matériel saisi. Nous les avons poursuivis à moto de Sekoto, Dambala, Kenyoto, puis à Bokhodi. C'est finalement à Bokhodi que l'un des occupants du véhicule de la douane a tiré à bout portant sur Yamadou. En tout cas, après Sina Sidibé, Kekuta Sidibé, Mamadou Doudou Diallo et tant d'autres, Yamadou Sagna allonge la liste des personnes tuées par les forces de défense et de sécurité dans la région jadis paisible de Kédougou. À Kédougou, Famara Dembélé pour Radio Sénégal. Et nous avons justement en ligne notre correspondant permanent dans la zone. Famara, bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Et quels sont les derniers développements par rapport à cette affaire? Il faut dire que Ibrahima Sadi, après cet incident survenu à Bokhodi, ce matin, des manifestations ont été enregistrées partout dans la région de Kédougou. À Saraya, les populations ont saccagé le bureau de douane et tout ce qu'ils ont rencontré sur leur passage. Pour le moment, il faut noter, Sadi, que la situation est très tendue à Saraya. Les populations ont érigé partout des barrages pour bloquer la circulation et empêcher tout mouvement des populations ou de véhicules dans le département de Saraya. À Khosanto, les gendarmes, en dispersant des manifestations avec des lacrymogènes, ont incendié tout le village de Khosanto. Dans la commune de Kédougou, qui n'est pas en reste aussi face à cette situation. C'est l'effervescence partout. Les populations, pour manifester leur colère, sont descendues dans la rue. Elles sont en train de saccager tout sur leur passage. Mais présentement, il faut dire que dans le quartier, dans les maillots, les forces de l'ordre et les populations sont face à face. Du côté des populations, c'est des jets de cailloux et de gourdins. Et les forces de l'ordre se servent de lacrymogènes pour tenter de dissuader les manifestants. Famara, face à cette situation, ça dit. Est-ce que des appels au calme, Famara? Oui, est-ce que des appels au calme ont été lancés par les autorités, notamment coutumières et administratives? Voilà, tout à fait. À commencer par le gouverneur de la région de Kédougou, William Manel, que nous avons pu joindre au téléphone ce matin, qui s'indigne devant cette situation, mais il appelle les populations au calme, à la sérénité,
il demande aux populations d'éviter les manifestations et retourner à leur occupation afin qu'on puisse enterrer dignement le frère Yamadou Sagna. Le gouverneur a par ailleurs déclaré que les hautes autorités du pays sont informées de la situation depuis hier et que les décisions ont été déjà prises. Le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adi Cissé, lui aussi, quant à lui, est passé au niveau de la radio communautaire de Kédougou pour lancer un appel à l'apaisement, au calme, à la retenue, et que aujourd'hui les responsables sont en train de prendre d'importantes décisions. Le président du conseil départemental de Kédougou en a fait pareil. Les imams, le curé sont aussi présentement au niveau de la radio communautaire pour passer l'appel aux populations pour le calme dans toutes les langues, il faut dire, pour que les populations vraiment reviennent à de meilleurs sentiments pour faciliter bien sûr aux autorités la gestion de ce dossier Sadi. Voilà, merci à vous Famara Dembélé. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent à Kédougou. Affaire donc à suivre à Diafatou. Vous avez la réaction de la douane. Ibrahima Kassadi, de son côté, la douane parle d'opération de contrôle qui a mal tourné. La douane qui regrette l'incident présente ses condoléances à la famille de la victime. 13h passées de 6 minutes et vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Retour à Dakar pour parler de la polémique sur la gestion de la maison de la presse. Oui, la CAP, c'est-à-dire la coordination des associations de la presse qui regroupe le SYNPICS, le CORED, la CJRS, la presse en ligne, les radios communautaires et la presse étrangère ont boycotté la remise hier des clés des sièges attribués aux médias par le ministère de la Communication. Le porte-parole de la CAP, Mamadou Ibra Kane, dénonce un manque de concertation dans la gestion de la maison de la presse. Il est au téléphone de Khali Amadou Narfal. Il y a une rupture dans la gestion de la maison de la presse par le ministère de la Culture et de la Communication. Vous n'êtes pas sans savoir que la maison de la presse était une revendication de plusieurs décennies de l'ensemble des acteurs de la presse pour la création d'une maison de la presse. Cette requête a été favorablement accueillie par l'ancien président de la République du Sénégal, le président Abdoulaye Wade. Et dans le même temps, il a instruit son ministre de la Communication et des Télécommunications d'alors pour que les acteurs des médias soient étroitement associés à toute question concernant la maison de la presse. C'est lié à la gestion de la maison de la presse, c'est lié à la définition des orientations de la maison de la presse, c'est lié au statut de la maison de la presse, c'est lié à l'organigramme, à la création d'un conseil d'administration, à la nomination d'un directeur général. Malheureusement, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, l'actuel ministère de la Culture et de la Communication ne pose que des actes de manière unilatérale, sans concertation avec les acteurs des médias. Nous pensons que la maison de la presse, qui était notre revendication, satisfaite par l'ancien président de la République, nous concerne au plus haut chef. Et donc, toute action liée à cet édifice doit être concertée avec les acteurs, et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il y a beaucoup d'actes de manière unilatérale qui ont été posés. Il y a certains organismes aujourd'hui qui occupent la maison de la presse, alors que ça ne correspond pas aux objectifs de la maison de la presse. On a nommé un administrateur de la maison de la presse sans concertation également avec les acteurs des médias. Donc il y a beaucoup d'autres actes à caractère même politique qui se trament au niveau de la maison de la presse. Et donc là, nous voulons marquer notre désaccord par rapport à cela. C'était Mamadou Ibra Kane, porte-parole de la coordination des associations de la presse. Ibrahima Sadi, de l'autre côté, l'administrateur de la maison de la presse Baragnaï démontre les arguments avancés. Oui, selon lui, donc, il ne parle pas de pièces uniques, mais de locaux plus spacieux à la disposition de chaque structure. Et pour ce qui est du mode de gestion décrié par le collectif des associations de la presse, il lui demande d'aller voir du côté de la tutelle. Baragnaï au téléphone de Demba Malik Mbodj. Je dois d'abord préciser qu'une bonne partie des membres de la CAP étaient là hier pour les besoins de la remise des clés. Quels membres notamment? La presse étrangère, à travers son président Salih Traoré, était là. Appel, à travers son représentant M. Bamba Touré, était là. Plus le COGES et les autres. Donc, sur les 14 associations attributaires de siège à la maison de la presse, les 11 étaient présents. Les 11, mais pas les plus représentatives, qui vous reprochent une autarcie dans la gestion de la maison de la presse. Moi, je ne détermine pas la représentativité des associations. Ce que je sais,
c'est qu'une bonne partie de ces associations, sur les 14, les 11 étaient là et pas des moindres. Donc je pense qu'il y a quand même lieu de préciser cela. Deuxièmement, moi j'ai effectivement parcouru le communiqué qui parle d'un certain nombre de choses, notamment l'absence de concertation et le fait qu'on voudrait attribuer à chaque organisation une petite pièce, ce qui n'est pas vrai du reste. Parce qu'au moment où je vous parle, le CORED détient des espaces assez importants. 2 grands bureaux plus une salle de conférence qui a été mise à leur disposition. Et depuis 2 ans, systématiquement, toutes les rencontres du CORED se tiennent à la maison de la presse. Le CORED qui a aussi boycotté, il faut le préciser. Non, le tribunal des pairs s'est réuni ici. Moi, j'ai été nommé pour mettre en œuvre un programme, un projet, une vision. Maintenant, il y a de ces questions qui ne sont pas du tout de mon ressort. Mais à ce que je sache, il n'est pas du ressort, en tout cas de ces organisations, de déterminer un modèle de gestion ou qui va être nommé, qui ne le sera pas. Au gré de l'actualité, reçoit ce mardi le directeur des transports routiers. Cheikh Omar Gaye, invité de la rédaction de Radio Sénégal, déclinera son plan pour mettre fin aux nombreux accidents qui ont fait plus de 600 morts en 2016. Le permis à point, le renforcement des contrôles techniques et de la police suffiront-ils à mettre de l'ordre sur nos routes? Réponse mardi de 16h à 18h sur le réseau de Radio Sénégal. Midi 11 minutes et l'information se poursuit sur Radio Sénégal. Le ministre des Forces armées invite les forces de défense et de sécurité à se mettre à l'école contre l'extrémisme religieux. Oui, Augustin Tine présidait une rencontre internationale sur la radicalisation religieuse, compte rendu Jean-Baptiste Boukepsani. En se donnant rendez-vous à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Dakar, les élèves officiers des républiques de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc, de la France et du Sénégal veulent se mettre à l'étude du radicalisme religieux. Le général de division au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Meïssa Niang, de leur dire. Aujourd'hui, le terrorisme ne s'importe plus, ni ne s'exporte, mais il est fait maison. Chaque contrée ou région a ses enfants extrémistes. Telle est la stratégie convoquée par l'autre camp pour une meilleure propagation de la peur. Le recrutement et retournement de nationaux offre une voie plus directe à la propagation de la terreur à moindre coût. Et le ministre des Forces armées du Sénégal, Augustin Tine, qui présidait la cérémonie d'ouverture, d'inviter les troupes à mieux connaître le djihadisme pour mieux le combattre. Les jeunes deviennent ainsi la principale cible des groupes extrémistes qui leur imposent des lectures biaisées des livres saints, mais également de prétendues perspectives de libération de la société et de l'homme. Il y a en effet un véritable processus d'endoctrinement avec plusieurs étapes pour former les futurs extrémistes. Comprendre comment fonctionne ce processus de radicalisation est donc une impérieuse nécessité pour les forces de défense et de sécurité chargées de combattre le terrorisme et toute forme de radicalisation violente. Ce séminaire qui va durer 6 jours va permettre aux forces de défense et de sécurité, en particulier la gendarmerie nationale, d'être mieux outillées pour relever le défi du radicalisme religieux. Jean-Baptiste Boukepsani. Parlons à présent santé. La région de Matam a célébré la journée mondiale de lutte contre la lèpre avec du retard. Et là-bas, on compte 9 cas de lèpre, dont 2 enregistrés en 2016. Une maladie donc peu fréquente dans cette région malgré l'absence de dépistage, nous dit Alun Tal. C'est une maladie très peu répandue dans la région de Matam. La lèpre n'affecte que 9 personnes, dont 2 nouveaux cas recensés en 2016. Docteur Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Matam. Actuellement, le nombre de malades qui a été suivi pour l'année 2016, c'est au total 9 malades, dont 2 nouveaux qui sont sous traitement. Ça peut être lié peut-être au fait qu'on n'y pense pas, on ne dépiste pas, ou bien que la population aussi n'est pas sensibilisée et que voilà, ça peut être multifactoriel, mais en tout cas on n'a pas beaucoup de cas. Pour une meilleure prise en charge des malades, le chef du service régional de l'action sociale demande la mise en œuvre à Matam du programme d'appui aux personnes affectées par la lèpre et leurs familles. Depuis quelques années, ces programmes étaient orientés au niveau des villages de reclassement social. Du moment que Matam n'en dispose pas, l'essentiel des financements était orienté vers ces villages-là. Maintenant, du moment que Matam a déjà identifié ces cas, on nous a demandé d'orienter ces personnes-là, de les organiser pour qu'on puisse les financer
comme on le fait également avec les personnes des villages de reclassement social. Les autorités administratives de la région ont plaidé pour l'enrôlement des personnes atteintes de lèpre dans les mutuelles de santé. Elles invitent aussi les populations à bannir la stigmatisation envers ces malades. Alioune Tall, Matam, pour Radio Sénégal. Et on termine l'actualité avec, bien sûr, l'actualité nationale avec cette fête que j'aime tant, qui pourrait même ouvrir l'actualité internationale, d'autant plus que c'est le 14 février. On fête l'amour, Sadi. Oui, l'occasion pour ceux-là qui se disent amoureux de s'offrir des cadeaux. Que pensent les Sénégalais de cette fête? Certains estiment que c'est juste commercial et ne mérite pas autant d'engagement. Pour d'autres, la Saint-Valentin est importante car elle célèbre l'amour. Aïssa Toussal, notre reporter, a recueilli l'avis de certains Sénégalais. Voici ce qu'il en pense. Aimer une personne, c'est sacré, donc cela mérite d'être fêté. C'est une bonne fête. Elle nous permet de nous souvenir des moments que nous avons vécus ensemble. À la télévision du matin au soir, au lieu de montrer comment trouver du travail, comment éduquer les gens, une bonne éducation civique, des choses comme ça, pour l'avenir du Sénégal, on nous montre Saint-Valentin. C'est du n'importe quoi. Saint-Valentin, c'est tous les jours. C'est pas un seul jour. Ça, c'est un jour pour c'est plus ou moins commercial. C'est tout. La Saint-Valentin est une bonne fête. Tout le monde doit pouvoir la célébrer, blanc comme noir. Il n'y a pas que les blancs qui tombent amoureux. Préparer un repas plus ou moins copieux et préparer également des points essentiels. Essayer de ramasser également les problèmes qui sont derrière. Essayer de les résumer, trouver des solutions pour pouvoir repartir à zéro à partir de la nuit. J'ai déjà un cadeau à offrir pendant la nuit. J'ai préparé une très bonne lettre, n'est-ce pas, bourrée d'essence. J'ai préparé également une montre, très jolie montre, et des perles que je pense bien qu'ils feront plaisir à madame. Je vais m'habiller aux couleurs de la Saint-Valentin, le rouge et le noir. Puis, j'irai au restaurant avec mon copain. Nous allons manger, boire, échanger des cadeaux. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale avec cette pénurie alimentaire qui guette plusieurs pays d'Afrique australe. Et à l'origine, l'évasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique. Selon des experts, c'est la première fois que cette espèce cause de telles destructions de champs en Afrique. Ces chenilles dévorent le maïs, le blé, le millet et le riz, des aliments de base en Afrique australe, une région déjà frappée par l'une des pires sécheresses de ces dernières années. Une rencontre d'urgence sous l'égide de l'ONU a été convoquée ce mardi à Harare pour discuter des mesures contre cette larve. Toujours pas de date retenue pour le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. La famille de l'opposant historique congolais estime que les conditions de ce rapatriement ne sont pas toujours remplies. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le lieu de sépulture où sera érigé un mausolée. Et puis, un début de polémique est en train de naître avec la famille qui a annoncé qu'elle pourrait demander une autopsie. Elle soupçonne en effet une erreur médicale et s'interroge. Pour rappel, Étienne Tshisekedi est décédé d'une embolie pulmonaire selon les médecins. Promesse de campagne de Trump, le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem ne serait plus à l'ordre du jour. Annoncé haut et fort par certains membres de l'équipe Trump, le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem n'est probablement pas tout de suite. Dans un quotidien israélien, le président Trump a affirmé qu'il réfléchissait très sérieusement à déplacer la chancellerie américaine, mais que ces décisions pas faciles n'étaient pas encore prises. L'armée irakienne annonce la mort de 13 responsables de Daesh. Dans un communiqué, elle cite 13 noms de responsables de l'État islamique qui auraient été tués lors d'un raid de ces F-16 au moment même où le chef de l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi, se trouvait lui-même en Irak.
L'état de santé du chef terroriste n'est pas connu, mais le Pentagone déclare en décembre qu'il était vivant et dirigeait toujours l'État islamique. Le Pakistan était en deuil ce mardi après un attentat revendiqué par les talibans en plein centre de la capitale culturelle, Lahore. Au moins 15 personnes, dont 6 policiers, ont été tués, selon un responsable des secours. 87 autres blessés par la bombe qui a explosé en début de soirée hier sur l'une des principales artères de cette capitale provinciale du Pakistan, fief du parti au pouvoir et de la puissante armée. C'est la fin de l'actualité nationale et internationale. Ibrahim Sadi, un rappel des titres. Le feu qui couvre à Bogodi, une zone d'orpaillage située dans le département de Saraya. La localité a été le théâtre d'un drame suite à la saisie de motos et d'appareils détecteurs dehors par la douane. Une personne a été tuée. La polémique qui s'installe autour de la gestion de la maison de la presse. La coordination des associations de la presse n'a pas pris part à la cérémonie de remise des clés du bureau attribuées aux médias. Ce collectif donc dénonce un manque de concertation. Lutte contre le terrorisme, le ministre des Forces armées invite les forces de défense et de sécurité à mieux s'outiller face à l'extrémisme religieux. Augustin Tine ouvrait ce matin à Dakar un séminaire sur la radicalisation religieuse. Et puis sur le continent, l'ONU sonne l'arrêt face à une invasion de chenilles en Afrique australe. Depuis plusieurs jours, cette espèce venue d'Amérique dévore tout sur son passage. Merci vraiment, Sadi. Tandahania est avec nous dans ce studio. Vous l'avez compris, c'est pour démarrer dans un instant la deuxième tranche du journal. Nous aurons comme invité de la rédaction Mor Faye, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La revue de presse, ce sera avec Arona Diouf. Radio Sénégal, les sports. Tandahania, bonjour. Bonjour, Adja Fatoussa. Football, cet après-midi, on joue la suite de la première journée des éliminatoires de la Coupe de la Ligue. Le dernier match lorsqu'il sera 15h30 au stade Demba Diop avec deux clubs de Ligue 2 qui vont s'affronter, Dakar Sacré-Cœur et le club Saint-Louisien du Narguet. En deuxième heure, la grosse attraction sur la pelouse du stade Demba Diop avec une renaissance de Dakar qui défie le Jaraaf de Dakar, ce club qu'on appelle le prince de la Coupe. Hier, deux équipes se sont qualifiés pour le prochain tour. Génération Foot, vainqueur du Duc de buts à 1. Et puis la Douane, dans la douleur, a sorti l'équipe de Diamono Fatigue après les tirs au but 4-3. Tandahania et direction l'Europe du football, les chocs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent en début de soirée. À 19h45, au Parc des Princes et au Stade olympique de Lisbonne, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone vont se retrouver. Jusqu'ici, le Barça s'est permis justement d'éliminer le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions 2013 et 2015. Vous vous en souvenez, l'autre huitième de finale de cette Ligue des Champions mettra au prix le Benfica Lisbonne au Borussia Dortmund du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. La présentation de ces équipes avec Bassirou Silla. Les revoilà. Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone. Le Barça est réputé spécialiste des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Depuis 2004, les Blaugrana sont présents dans le top 16 de la Champions League 10 fois sur 12. Mais le PSG peut se targuer d'un taux de réussite de 100% en huitièmes de finale en 4 qualifications d'affilée à ce stade de la compétition. PSG-Barça. Thiago Silva, le défenseur central parisien, est forfait. Les Catalans viennent dans la capitale française sans amener dans leurs valises les milieux de terrain Vidal, Arda Touran et le défenseur Mascherano, dont l'absence devrait permettre la titularisation de Samuel Umtiti qui affiche la forme du moment. PSG-Barça, ce sera sans doute le retour en compétition du défenseur central espagnol Gérald Piqué qui revient de blessure contractée face à l'Atlético en demi-finale de la Coupe du Roi. L'autre huitième de finale de ce mardi, le Benfica de Lisbonne reçoit le Borussia Dortmund, rend visite au champion portugais sans son milieu de terrain Mario Götze. Mais le Borussia peut bien compter sur la flèche gabonaise, l'attaquant le plus prolifique de la Champions League avec un record de 21 buts en phase de poule. Le jeune attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 27 ans, fera face à l'expérimenté Luziao, le Brésilien de 36 ans, recordman des Capitana avec le Benfica Lisbonne après 14 ans passés au club. Il a eu au marquage Cristiano Ronaldo, Messi et David Villa entre autres. N'ayant plus ses jambes de 20 ans, Luziao confiera le Ballon d'Or africain 2015 au Suédois de 22 ans Lindelof. Benfica Borussia aux allures d'une opposition défense-attaque.
Voilà, Bassirou Sylla, c'est vrai, en dépit justement des forfaits que vous avez cités tout à l'heure, eh bien, on s'attend à des rencontres assez croustillantes. Je vous en recommande ça en début de soirée. Et demain, la suite avec les rencontres pas moins intéressantes que Real Madrid-Naples, le club de Kalidou Koulibaly ou encore Bayern Munich-Arsenal. Et pour être beaucoup plus complet, Manchester City, Monaco et Bayern Munich, ce sera justement demain. En attendant, Atlético Madrid, mais aussi l'équipe du Bayer Leverkusen, ce sera après-demain, et avant de céder la place justement à l'équipe de FC Séville, Leicester et Porto Juventus de Turin. On reste en Europe. Hier, c'était la suite des derniers matchs de championnat. Au calcio italien, 24e journée, il y a eu partage de points entre la Lazio de Rome et l'AC Milan, un partout. La Juventus de Turin est toujours en tête de cette série A. En Angleterre, c'est Manchester City qui s'est imposé sur le terrain de Bournemouth, 2-0 en 25e journée de Premier League, toujours dominée par les Blues de Chelsea. Enfin, en Liga espagnole, où le Real caracole seul en tête du classement, Eibar a reçu et battu sévèrement l'équipe de Granada de 4-0. Nous sommes à la 22e journée du championnat espagnol. Changeons de discipline pour parler de basketball. Voilà, la balle au panier, si vous voulez. Autant dire que l'Afro-Basket masculin 2017 du Congo-Brazzaville se prépare, et ça passera absolument par 2 tournois de la zone 2, tournois qualificatifs qui mettront aux prises maliens, capverdiens, guinéens, mais aussi sénégalais. Et déjà, pour la préparation sénégalaise, on a débuté hier à Marius Ndiaye avec un groupe de 14 joueurs locaux sous la férule de Dame Diouf, l'adjoint du sélectionneur espagnol, le Fort Furio Fisac. Pour rappel, les 2 tournois de la zone 2 FIBA Afrique auront lieu à Bamako les 17, 18 et 19 mars et à Dakar les 24, 25 et 26 mars. À l'issue, 2 équipes sortiront justement du lot pour disputer l'Afro-Basket de Brazzaville. Et donc, ces nouvelles de la balle au panier sifflent la fin de cette page sportive. Adja Fatou Sarr, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci beaucoup, Tanda Khanyaï. Bonne fête de Saint-Valentin. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de mardi politique est le professeur Mor Faye, spécialiste en communication et enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il analyse la dernière sortie du président Macky Sall depuis Abu Dhabi sur la panne de la machine de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec, une sortie qu'il juge exaspérée. Le professeur Mor Faye regrette également la sortie du ministre de la Justice sur l'affaire du magistrat Ibrahima Hamidou Dème. Le spécialiste en communication enseignant à l'UGB est interrogé par Aaron Agaï. Professeur Mor Faye, le président Macky Sall, samedi à Abu Dhabi, a évoqué la polémique soulevée par la panne de la radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il a qualifié les gens qui en parlent d'ignorants, ne sachant qu'errer et profitant des situations dont ils ne savent rien pour manipuler les Sénégalais. J'ai cité évidemment le président Sall. Comment trouvez-vous cette sortie du chef de l'État? Ce que je trouve en fait dans cette sortie, c'est une certaine exaspération de sa part. Parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à un président qui est persuadé que son bilan est extrêmement important, qu'il est positif, mais qui en même temps a l'impression d'être incompris par ses concitoyens, y compris l'opposition. Mais encore une fois, cette exaspération doit être revue en fait autrement, parce que quand même la démocratie est par nature un régime délibératif. L'opposition, la société civile aussi ont leur mot à dire par rapport à des problèmes qu'ils jugent importants. Par exemple, cette histoire de Pâques, c'est quand même une question de santé publique. Et donc, si l'opposition a l'impression que le régime actuel ne fait pas grand-chose et qu'il y a des exigences ailleurs que le gouvernement doit gérer, je pense qu'on doit laisser le débat se faire, se conduire convenablement. Parce qu'encore une fois, on est en démocratie. En démocratie, le débat est vraiment un élément essentiel. C'est en cela, en fait, qu'il faut peut-être revoir les choses autrement. Je pense qu'en démocratie, quand il y a un débat de fond et que les gens parlent de certains problèmes, il faut pouvoir le répondre point par point, et cette explication à fournir ne doit pas céder la place en fait à l'exaspération. Autre sortie, autre discours, celui du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la démission du magistrat Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature. Cette sortie est-elle excessive à votre avis? C'est une sortie qui rajoute à la confusion. Parce que le juge Dème, apparemment, il préfère démissionner au nom de l'indépendance de la justice. Et si son ministre de tutelle, en fait, brandit l'arme
de la sanction, je pense que c'est quand même quelque chose qui rajoute à la confusion. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a depuis quelque temps une série d'émissions ou de sanctions au niveau de l'administration centrale ou judiciaire, etc. Et je pense que ce sont là autant de circonstances ou d'actes en fait qui devraient plutôt en fait mener l'ensemble des acteurs concernés à débat de fond sur le fonctionnement de la justice ou sur le fonctionnement de l'administration en général, mais ne devraient pas tout le temps être posés en termes de sanctions, de rébellion, de révolte, etc. Je pense que c'est des indicateurs qui montrent qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas. À 6 mois des législatives, on constate que le discours des différents acteurs politiques prend les allures de va-t-en-guerre. De tels discours sont-ils en phase avec une démocratie inclusive? Depuis 2012, pratiquement, il n'y a plus de programme dans les campagnes électorales. Parce qu'en 2012, soit le troisième mandat de Wade a occupé pratiquement tous les programmes des partis, tous leurs discours, si bien que, en tout cas, chaque parti politique, plus individuellement, en fait, avait du mal à faire passer son véritable programme. Récemment, encore lors du référendum, le débat était surtout occupé si le président Macky Sall devait faire un mandat de 5 ans ou de 7 ans, si bien que finalement, on a du mal de plus en plus à avoir de véritables programmes des partis politiques. Ça, c'est quelque chose qui pourrait même être un facteur d'accent de plus en plus fort. Professeur Mor Faye, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la communication et que vous enseignez à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aona Diouf. Menace, attaque, remontrance. Le chef de l'État parle, Macky Sall, qui est sorti de son silence et c'est encore constate enquête des menaces. Le chef de l'État pour qui il faut que certains gens aillent chercher autre chose à faire que de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ainsi, par exemple, note Babacar Wilane. Ainsi s'exprimait le président de la République réagissant à la polémique née de la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors, bien que le débat soit agité depuis plus d'une semaine, Macky Sall a attendu d'aller jusqu'à Dubaï, loin du pays, souligne enquête, pour se défouler sur une cible qu'il ne veut pas nommer. Mes confrères de Walf Quotidien qui nomment l'autre cible du chef de l'État, à savoir les militants et autres responsables de son parti, l'APR, qui se sont encore donné un spectacle. Et c'est pour dire, là estime l'analyste du quotidien de Front de Terre que malgré les nombreux coups que le chef de file de l'APR donne à la cloche, la récréation bat toujours son plein, mettant en exergue un leader inaudible dont personne, semble-t-il, estime Mame Birame Wathie n'a rien à faire de sa colère réelle ou feinte. Après ce qu'il qualifie de tempête, le journal L'Observateur revient ce matin sur ces apéristes qui tentent de recoller les morceaux et qui appellent au calme, des appels au calme contre ce que mes confrères de Walf qualifient de récréation toujours sifflée mais jamais terminée. Des séances de pugilat en politique, déplore Vox Populi dans son analyse, qui sont du registre de la banalité. Tant explique Alham du journal, c'est la règle. Un débat donc qui est ainsi fait. Débat fait de colibés, liste mon confrère, querelle de clocher, débat de bas étage et autres coups de poing, de coupe-coupe, de quelques barbaries. Et c'est le plus poignant parce qu'il s'agit le plus souvent du parti au pouvoir. Compétition dans la compétition, du coup, pour truster les positions d'accaparement et de prédation des ressources qui mettent à l'abri jusqu'à sa descendance. Certains ne rechignent pas à marcher à survox sur des cadavres. Seulement, prévient enfin mon confrère biétiste, les raccourcis ne sont pas souvent les chemins les plus propres. Et puis les amoureux à l'honneur aujourd'hui, ce 14 février, commémorant la Saint-Valentin, considérée comme la fête des amoureux. La Saint-Valentin célèbre également, écrit l'As, l'amitié, un jour qui symbolise le renouvellement de l'engagement des tourtereaux qui en profitent pour se faire des cadeaux. Saint-Valentin des ignorances, Saint-Valentin des sentimentaux, l'amour dans toutes ses facettes dans les colonnes de vos journaux aujourd'hui. La Tribune également, qui s'intéresse au sujet dans son spécial 2 pages, revient sur cette fête qui ne fait pas l'unanimité dans de nombreux pays, au Sénégal y compris, où certains hommes estiment ma consœur Rokhaya Nar Diop rechigne à célébrer cette fête.
Bonne fête de Saint-Valentin, mon très cher ami Arona Diouf. Bonne fête à toutes et à tous. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 13h. Merci à l'équipe technique Soleil Bari, Tchabasek, CDM, Oumar Sow, réalisation Marianne Ndiaye, François-Xavier Tiao, présentation Ibrahim Assadi, Adiafatou Sarr. Merci chers amoureuses et chers amoureux de la radio. C'est la fin de ce journal.